Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Donc, bonjour David, bienvenue dans le podcast. Bonjour Justine, merci à toi de m'accueillir dans ce formidable podcast. Avec plaisir. Je te laisse te présenter donc aux auditeurs. Oui, alors moi je suis David Rigaud, j'ai 52 ans et je travaille dans le monde des médias et du spectacle vivant depuis une trentaine d'années déjà maintenant. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans ce milieu-là en quelques mots Alors moi je suis arrivé dans le milieu des médias complètement par hasard. J'ai pas du tout cette formation-là au départ. Néanmoins, c'est ce que je dis très souvent d'ailleurs, tout est une histoire de rencontre dans la vie. Et là, encore une fois, ça a fait ses preuves, puisque moi, je vivais à un moment donné de ma vie dans le sud de la France quand j'étais plus jeune. J'avais rencontré une jeune fille qui, elle, habitait en région parisienne, à Livry-Gargan, pour citer la ville, dans le 93. Et puis, en parallèle, j'avais rencontré une femme qui, elle, était importante dans le monde des médias. Elle s'appelle Corinne Bouygues, puisque elle était la fille de Francis Bouygues, fondateur du groupe Bouygues de bâtiments. Et puis, c'est lui qui avait fait la privatisation, en tout cas qui avait pris TF1 en 87 quand TF1 avait été privatisé. Donc, toutes ces rencontres concomitantes ont fait qu'à un moment donné, la jeune fille, ma fiancée à l'époque, m'a dit « Il faudrait quand même que tu reviennes à Paris si tu veux qu'on continue notre vie ensemble. » Et puis, je suis venu à Paris, elle m'a laissé tomber, j'ai rencontré Corinne Bouygues, qui, un lundi après-midi à 15h, m'a reçu dans son bureau et m'a embauché. J'ai commencé le lendemain dans le groupe Bouygues. Et puis ensuite, dès que la tour TF1 à Boulogne-Billancourt était terminée, au niveau des travaux, j'ai intégré donc le groupe TF1. D'accord, et là, tu avais quel âge donc au moment où tu arrives à Paris et que tu commences tout ça ? J'avais 23 ans. Et tu avais donc fait des études en lien avec la communication à ce moment-là ou pas encore ? Alors, pas exactement. J'avais fait une école commerce, mais que j'avais arrêtée, puisque ma vie à ce moment-là était beaucoup plus centrée sur le plaisir et l'amusement que sur le travail, en réalité, pour être tout à fait honnête. Et j'avais fait aussi une école d'hôtellerie, en fait. Et donc, je suis arrivé avec un bagage à TF1, en tout cas à Paris. Je crois quand même que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, c'est que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont été mes managers à un moment donné m'ont tous accordé leur confiance, ce qui m'a permis moi de prendre de la confiance, ce qui m'a permis aussi de refaire des études, ce qui m'a permis aussi d'avoir recours à de belles formations et de grandir dans l'ensemble des métiers de la télévision et de faire également beaucoup de communication. Là, j'ai fait à peu près 18-19 ans de communication chez TF1. Quoi. Et donc, avant de commencer dans la communication, tu avais fait quoi comme métier avant dans ce groupe-là ? J'ai travaillé sur quelques émissions en tant que régisseur. J'ai travaillé au club de direction, qui est un lieu à TF1, un restaurant de direction où on reçoit en fait les patrons. Ça, c'était au tout début de ma vie TF1. J'ai passé un moment absolument formidable et délicieux. Et puis un jour, il y a la directrice de la promotion et des relations publiques à TF1 qui m'a dit « Est-ce que ça vous intéresse de venir nous rejoindre ?» Et là, j'ai tenté l'aventure et je n'ai pu lâcher la communication à partir de ce moment-là. Donc je vous dis, là, ça doit faire à peu près aujourd'hui 25 ans que je fais de la com, quoi. Donc finalement, la communication, tu t'es vraiment formé sur le terrain ? Oui et non, parce que j'ai quand même demandé à faire beaucoup de formations. Moi, je crois que j'ai dû faire à peu près une bonne vingtaine de formations certifiantes, diplômantes ou autres. Mais en tous les cas, j'ai toujours été très, 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 très curieux de continuer à apprendre dans ce que j'aimais. Après, la communication, il y a des techniques. Alors moi, j'ai une phrase qui dit que la technique est universelle et le style est personnel. Ouais. Donc il y a vraiment des techniques des métiers. Voilà, c'est vrai aussi dans le sport. Et puis ensuite, vous avez un style. Ce style-là, il est très personnel. C'est votre singularité. Et moi, j'encourage tout le monde à conserver cette singularité-là parce que c'est ce qui fera un jour la différence. Sur la com, je dirais qu'on peut déjà naître communicant. Je dirais qu'on peut avoir tout de suite
un style de communicant, quand on est curieux, quand on a une relation aux autres qui est plutôt intéressante, quand on aime les autres, quand on est empathique, quand on sait écouter les gens, on a déjà le prémisse d'un communicant ou d'une communicante. Je crois que c'est ce que j'avais. Voilà, j'étais plutôt enjoué, j'étais plutôt curieux des autres, curieux de connaître un peu le monde, et puis ensuite, c'est aussi beaucoup de bon sens. Alors, c'est pas forcément des soft skills qui sont sur les livres, mais c'est 2 soft skills qui, pour moi, sont très importants quand on veut être demain une communicante ou un communicant. Ouais. Quand tu t'étais amené donc à faire j'imagine des entretiens pour recruter dans ton équipe, c'est quoi que tu retenais le plus chez les candidats qui arrivaient pour justement occuper des postes dans la communication? Alors, ça c'est pareil. Quand moi j'ai pu avoir du management dans le groupe TF1, alors déjà j'ai voulu moi grandir et avoir du management. Encore une fois, sans doute, la relation à l'autre et l'intérêt pour les autres. Encore une fois, j'ai fait des formations, parce que le management, ça s'apprend aussi, il y a aussi des techniques. Alors, j'ai eu la chance d'avoir de belles équipes qui tous tourner autour de la communication, mais avec des domaines quand même un peu différents. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que ça dépend quand même dans quel domaine je recrutais. Quand je recrutais un community manager sur la partie social media, réseaux sociaux, je n'allais pas chercher chez lui ou chez elle forcément les mêmes qualités ou les mêmes compétences que quand je recrutais quelqu'un qui allait faire des relations publiques, de l'événementiel ou des partenariats ou encore du service relations téléspectateurs ou du spectacle, puisque moi j'avais aussi comme objectif chez TF1 de pouvoir imaginer des événements à valeur ajoutée pour la marque. Ça, tu peux peut-être détailler du coup un peu plus ces missions et même de manière plus large les missions qui t'ont le plus marqué peut-être dans ta carrière? Alors, des missions qui m'ont... moi j'en ai plein qui m'ont marqué, des missions en fait, à partir du moment où je suis rentré chez TF1 en 1992, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir connaître plein de choses et découvrir plein de choses et créer plein de choses. Encore une fois, je parlais de la confiance qu'on m'avait offerte, c'est vraiment... Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont cru en moi depuis le début de ma carrière professionnelle. Alors j'ai plein d'anecdotes et j'ai plein de secteurs. Enfin, j'aime toute ma vie professionnelle depuis son début. Faut que j'essaye d'en ressortir un petit peu. Alors en fonction de mon parcours professionnel. D'abord au tout début, je dirais, quand j'ai travaillé donc c'était pas la com là, c'était au club de direction. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Dominique Cancien, qui était la directrice des programmes de TF1 et des divertissements, des variétés. Alors à l'époque, Dominique Cancien, c'était une méga star finalement. Elle connaissait tout le monde. Toutes les stars de France et de Navarre, elle les connaissait. Elle avait un carnet d'adresses qui était absolument fou. Et c'est la première femme, à part mes boss, mais c'est la première femme qui, elle, m'a fait confiance en me demandant d'organiser chez elle parfois ses soirées privées. Voilà. Et donc, là, j'ai pu avoir accès à des personnalités complètement folles, puisque Dominique avait vraiment pignon sur rue. C'est une femme qui a un carnet d'adresses fou, et en plus, qui aime aussi les autres. Donc, elle aimait faire des fêtes chez elle, et on a organisé des chouettes fêtes. Voilà. Donc ça, c'est tout début de ma carrière. C'est peut-être, voilà, je vais essayer à chaque fois retenir un élément. Ensuite, je suis arrivé aux relations publiques et à la promotion. Et là, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est sans doute Interville, l'émission Interville. Qui était géniale. Ouais. Alors, voilà. C'est drôle parce que je donne des cours actuellement dans des écoles. Et quand je parle d'Interville, les étudiants qui ont entre 22 et 25 ans connaissent tous Interville, en fait. Oui, je pense que ça a vraiment marqué notre enfance, pour le coup. Ouais, je crois que ça a marqué des générations, en fait. Donc ça, c'est vraiment un autre moment fort de mon étape professionnelle, enfin de ma vie professionnelle. Et ensuite, en fonction de mon parcours, j'ai eu la chance qu'on me confie à un moment donné dans les relations presse, les relations avec la presse quotidienne régionale. Ça n'existait pas chez TF1 à l'époque, ou très peu. On m'a demandé de le développer. J'ai eu beaucoup de chance. Encore une fois, la chance fait partie de la vie professionnelle et de la vie en règle générale d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand on m'a confié cette mission, à l'époque à TF1, on s'intéressait pas forcément à ce qu'on appelle la PQR, donc la presse régionale. Toi, tu viens de Digne, donc tu sais ce que c'est que la Provence, par exemple. Exactement. Eh bien là, à ce moment-là,
il est arrivé une chose absolument formidable. C'était au tout début fin des années 90, tout début des années 2000. Est arrivé donc, alors on avait les Miss France. Pour moi, c'était une émission formidable parce que ça me permettait d'avoir une couverture de presse extraordinaire. C'était une très jolie opportunité. Les Miss France venaient de partout, elles viennent toujours de partout, mais il y avait 47 Miss qui concouraient à l'époque pour être Miss France. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir en voyage, les voyages de préparation. Geneviève de Fontenay, Xavier de Fontenay m'ont fait confiance. Puis ensuite, c'est Sylvie Tellier qui a repris la main. Elle aussi m'a fait confiance. J'ai continué à travailler avec elle, surtout que Sylvie, il y a 20 ans pile, j'étais présent lors de son élection de Miss France à Mulhouse. Incroyable. Ouais, non, c'était assez incroyable. On a quelques souvenirs sympathiques. Et puis enfin, quand je suis arrivé à la presse quotidienne régionale, on m'avait dit, Étienne Moujotte et Patrick Lelay, qui étaient les deux patrons de TF1 à l'époque, m'avaient dit, il faut vraiment que tu développes les relations avec la PQR, c'est important. Finalement, ils se sont rendus compte de l'importance de la relation avec ce public-là, puisque TF1, c'est une chaîne populaire, et qu'une grande partie des gens qui regardent TF1 sont aussi des gens qui sont en région. Voilà. Et donc, pour arriver là où je voulais en arriver, c'est que est arrivé pour moi une émission qui aura marqué et qui va marquer ma vie à jamais, c'est la Star Academy, où là, d'un seul coup, des gens, alors il y a eu Koh-Lanta, tout ça, mais des gens inconnus devenaient les stars de la télévision, de l'émission. Et ça a vraiment changé ma vie aussi, puisque du coup, sur Star Academy, j'ai absolument tout vécu, tout connu. Et puis les chanteurs de la Star Academy, on les connaît encore aujourd'hui. Enfin, ça a été une vraie aventure. Ouais, pour le coup. alors, tu as raison, ça a été une vraie aventure. Et alors, c'est une aventure peut-être pour le public, mais ça a été aussi une vraie aventure pour ceux qui vivaient de l'intérieur, parce que on a encore, pour une grande majorité, tous, on est en relation, et de très belles relations. On a gardé de très très jolies relations. Moi, je me souviens, par exemple, de Jennifer, le jour de son casting à TF1, arriver avec son bandana dans les cheveux, attendre longtemps, très très longtemps avant de passer. Il faisait nuit quand elle est passée, alors qu'elle était là depuis le début de la journée quasiment, où elle était arrivée le début d'après-midi. Et puis, tout le monde en avait marre. Franchement, tout le monde était fatigué. Il y avait Alexia Laroche-Joubert, Étienne Moujotte, Stéphane Courby. Il y avait tous les gens qui étaient là dans l'auditorium de TF1. Et au moment où tout le monde avait beaucoup de sommeil et était très fatigué, elle est arrivée sur scène et elle a réveillé tout le monde. Et puis après, elle a le parcours qu'on lui connaît. Donc voilà. Et Starac, c'était des rendez-vous au château où on allait voir, les professeurs, on allait voir les jeunes. Et puis après, c'était le week-end au studio. Et puis à l'issue de l'émission, c'était la tournée. Et ça, moi, très vite sur la tournée Star Academy, je me suis rendu compte que j'étais déjà un fan de spectacle vivant, mais je me suis intéressé à l'organisation d'une tournée parce que je trouvais ça formidable. Oui, donc ça a commencé, on en parlera un petit peu plus tard, tu organises encore des tournées aujourd'hui, mais tu penses que c'est à ce moment-là que tu t'es dit que tu voulais en faire d'autres Oui, parce que mes yeux n'ont jamais cessé de briller, en fait. Et j'avais des paillettes dans les yeux, alors pas forcément sur le côté très star system, mais sur le lien que peut générer en fait le spectacle vivant et notamment entre les artistes et le public. Et ça, je trouve ça absolument formidable. Oui, là c'est une vraie aventure humaine du début à la fin, parce que tu étais là du casting jusqu'à la tournée avec des gens différents. On ne se perdait jamais de vue. Voilà. Et alors, je dirais, on ne se perdait jamais de vue, et je dirais même que le soleil ne se couchait jamais, parce que c'était presque du 7/7 et H24, et on vivait ensemble pendant pratiquement une année, quoi, sans jamais s'arrêter, quoi. Donc ça, c'était formidable. Donc ça, c'était un autre moment de ma vie professionnelle, mais hyper marquant, et je pense que la Starac est vraiment quelque chose qui aura marqué ma vie professionnelle. Et puis ensuite, j'ai pris plus de responsabilités dans l'entreprise. On m'a proposé d'en prendre, et je le souhaitais d'ailleurs. Donc j'ai connu le management. Ça, c'est quelque chose aussi qui a marqué ma vie professionnelle, parce que accompagner des gens, manager des gens, c'est pas toujours simple, mais c'est extrêmement gratifiant, extrêmement valorisant, à partir du moment où on prend conscience que vous n'avez pas le droit de vie ou de mort sur ces personnes-là, mais tout simplement essayer de les accompagner, de leur donner une direction. Pour les plus jeunes, d'essayer de leur donner envie d'aimer le métier qu'ils ont choisi, et puis parfois de leur offrir des formations et l'opportunité d'évoluer pour qu'ils puissent s'épanouir complètement.
Et ça, donc, manager, tu l'as fait pendant combien d'années au sein du groupe TF1 ? Le management, je l'ai commencé à partir de, je dirais, 2007-2008. Et puis depuis, je ne cesse de manager des équipes. Alors on apprend beaucoup, on apprend de ses erreurs notamment, puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs en management. Mais à partir du moment où on sait les reconnaître, ça veut dire qu'on prend conscience et qu'on peut changer, on peut évoluer. Voilà. À partir du moment où on comprend que le manager, c'est pas celui qui donne des ordres, mais celui qui sait s'entourer pour avoir et obtenir le meilleur de chacun, c'est déjà formidable. On a déjà bien avancé, quoi. Ça, c'est sûr. Et alors, ensuite, il y a d'autres étapes marquantes dans ma vie professionnelle. Je vais en retenir d'autres et je vais en livrer une autre là tout de suite. C'est le moment où moi, j'ai demandé à TF1 et notamment au président de TF1 de pouvoir créer les réseaux sociaux dans le groupe TF1. Donc ça, c'était une grande aventure aussi, puisque personne ne savait de quoi ça retournait. C'était en 2008. Donc c'était quand même aujourd'hui, vous voyez, en 2022, donc voilà. Et à ce moment-là, personne ne s'intéressait aux réseaux sociaux, personne ne comprenait d'ailleurs à quoi ça servait. Moi, ce qui m'avait interpellé, quand j'avais vu les réseaux sociaux et quand j'avais vu comment ça fonctionnait, ce qui m'avait surtout interpellé, c'est que je me suis dit, c'est une super opportunité pour un groupe média comme TF1 de pouvoir être en lien direct avec ses publics. Parce qu'en réalité, avant que le digital arrive, les gens qui souhaitaient avoir des informations sur TF1, ils la lisaient dans la presse écrite ou ils l'entendaient à la radio. Mais la chaîne elle-même n'avait pas forcément voix au chapitre, elle ne pouvait pas s'exprimer directement auprès de ses publics. Et le digital est venu complètement bouleverser ça. Ça nous a donné cette super opportunité de pouvoir échanger directement avec nos publics, de commencer à lier des liens avec des communautés qu'on appelle de fans, mais en tout cas de gens qui nous aiment, qu'on a tâché autant que faire se peut de récompenser. Et on a engagé ce lien-là en permanence, tous ensemble, avec toute l'équipe qui travaillait sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'on a quand même on a obtenu une énorme réussite, puisque moi, quand j'ai quitté TF1 en 2018, je crois qu'on était à 130 comptes médias dans le groupe et à quelque chose comme 40 ou 50 millions de fans. Voilà. Donc ça, c'était un grand moment de ma carrière professionnelle aussi. D'autant que c'est le début d'une aventure. La création d'aventure est toujours quelque chose d'hyper enthousiasmant. Donc voilà. Et puis, en 2011, je propose de lancer une tournée d'été, un peu nostalgique finalement, on en parlait tout à l'heure, mais d'Interville. Je me disais, mais à quel moment on peut retourner rencontrer les gens directement chez eux ? L'idée était de pouvoir s'inviter dans leur bagage l'été. Et quand on a échangé à l'époque avec Nonce Paolini, qui était président de TF1, et Frédéric Hivernel, qui était mon patron direct à l'époque, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était dit, mais pourquoi on n'organiserait pas une tournée d'été ? Et là, moi, j'avais dit, mais ok, moi, j'y vais. Je veux l'organiser. Ouais, je suis votre producteur exécutif. Je suis là pour ça. Et alors, ça m'a rajouté pas mal de travail, parce que j'avais quand même au quotidien toute l'organisation du service. Oui, tu avais ton poste à côté. J'avais mon poste à côté. J'ai passé des nuits, franchement, des nuits, en constituant une équipe très jeune, en partie, parce que toute l'équipe, toute la team, comment on va l'appeler, mais en tout cas, toute la team animation, c'était des stagiaires, en règle générale, ou des CDD, mais plutôt des gens qui avaient entre 21, 22 ou 23 ans. Ce qui est super, parce qu'en plus, tu leur offres leur chance de mettre un pied là-dedans. Alors, ça c'est une certitude, et je dirais que sur les 7 années où on a fait cette tournée, aujourd'hui, cette fameuse team équipe animation, il y en a plein qui sont dans les médias, qui sont restés dans les médias ou dans l'animation, et en tout cas, ils en gardent tous un souvenir très ému. Je pense que c'est dans leur album de photos de vie, voilà, professionnelle. Donc cette tournée d'été, elle avait pour but d'aller à la rencontre du public, de promouvoir évidemment les marques de TF1. Et son canevas type, c'était la journée des animations en plein air, sur la place principale de la ville, du village ou du site sur lequel on était installé.
L'animation, c'était des jeux, c'était très ludique. Il y avait un animateur qui animait ça tout le temps, de main de maître, avec des cadeaux à gagner, toujours autour des marques de la chaîne, avec des partenaires aussi qui nous faisaient confiance. Et le soir, on offrait des spectacles en fait gratuits au public. Alors la première année, toute première année, en 2011, le soir, on offrait une avant-première de Camping Paradis sur la plage. Les gens se posaient avec leur sac pique-nique et on avait mis un écran géant et on faisait une espèce de cinéma plein air avec des avant-premières de Camping Paradis. Et puis dès l'année 2, on s'est dit on va faire évoluer notre soirée avec du spectacle vivant. Et du coup, on a une émission qui est arrivée qui s'appelait Danse avec les stars. À ce moment-là, j'ai contacté, j'avais pris contact avec Fovoto, Katrina Patchett et Maxime de Remez. Et je leur avais demandé à tous les trois si ils étaient intéressés de venir avec moi l'été sur scène pour proposer un spectacle de danse qui durait 1 heure ou 1 heure et quart au public. Tous les trois, hyper enthousiastes, m'ont dit banco, ok. Alors ce qui était drôle, parce qu'il faut quand même raconter un peu des petites anecdotes qui sont pas toujours des trucs super, qui étaient une très grande réussite tout le temps. Mais ce qui était drôle, c'est quand on a commencé, devant la scène, on devait avoir 200 spectateurs, 300. Donc fin du spectacle, ils étaient eux hyper contents de signer des dédicaces. Ils faisaient 3 ou 4 fois le tour s'il fallait, jusqu'à ce que le lendemain matin se réveille. Et puis, pour vous donner une idée des choses, ça c'était donc en 2012. Et en 2015, on devait à peu près avoir 15 000 personnes devant la scène. Donc, c'est génial. Ouais, on a vécu un moment avec eux qui est fantastique. Donc en fait, finalement, ma vie est faite de spectacles et de spectacles vivants. Les 2 événements, je dirais, les plus marquants de ma vie professionnelle chez TF1, c'est sans doute la tournée d'été TF1 et bien évidemment la Star Academy. Oui, finalement c'est ce que tu retiens le plus. Oui, on a fait plein d'autres choses, on a eu plein d'initiatives avec l'ensemble de l'équipe qui était formidable. Si je dois en citer 2 ou 3, on a décidé de lancer un jour les trophées de la communication digitale au féminin avec un garçon qui s'appelle Anthony Bebkin, qui n'était pas de TF1 lui, mais on s'était dit on va faire un partenariat ensemble. Lui il pilotait à l'époque le Labcom et puis avec une personne qui chez moi dans l'équipe s'appelle Anne Borez. On a décidé de lancer ce truc-là. Alors, c'était assez simple à l'époque. C'était en 2013. On faisait une grande cérémonie et on récompensait les femmes les plus influentes ou les plus actives sur le digital. Mais à l'époque, c'était quand même assez novateur parce que les influenceurs n'existaient pas. Et on a récompensé des femmes qui, à l'époque, n'étaient pas forcément très connues, mais qui aujourd'hui le sont, comme Rokhaya Diallo, par exemple. Et donc, on a organisé ce genre d'événement qui était complètement fou et qui était en même temps très précurseur puisque on ne parlait pas encore d'égalité homme-femme et nous déjà on avait mis vraiment la femme en avant dès 2012, dès 2013. On a fait un festival de court-métrage ou un concours court-métrage qui s'appelait Faites court où là on travaillait en partenariat avec les écoles. Donc en fait on a initié comme ça une multitude d'événements qui devait servir la marque TF1 sans forcément être le cœur de métier de TF1. Un trophée de la communication digitale au féminin, c'était pas ça. Et quand on a lancé les réseaux sociaux, la première année, on a décidé chaque année de lancer une soirée qui s'appelait la Digital Night, qui se passait dans un endroit un peu branché de Paris, où là, on rassemblait les personnalités de la chaîne, on rassemblait les blogueurs et aussi les gens qui nous suivaient sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est génial parce qu'en plus tu rencontres le public. Ah ouais, la rencontre du public pour moi ça a été central dans ma vie de tous les jours. De toute façon moi je crois que quand on lance une entreprise quelle qu'elle soit, que ce soit des médias ou que ce soit autre, qu'on fabrique des jeans, que l'on fabrique des chauffages, qu'on les vende, peu importe le produit, mais qu'à partir du moment où notre clientèle c'est le grand public, on se doit d'abord de le respecter et de lui offrir quelque chose qui va l'enthousiasmer et qui va lui plaire. Donc nous, la rencontre avec le public à TF1, elle était en permanence. Et moi, c'était mon rôle de créer le lien entre le public et la chaîne. Donc on faisait venir des gens à TF1, on faisait des conférences de rentrée pour le public de TF1, les gens qui nous suivaient soit sur le digital, soit sur les réseaux sociaux, mais on organisait des vraies conférences de presse
juste pour eux, avec les patrons de TF1, les personnalités de la chaîne. On se déplaçait nous-mêmes, on faisait ce qu'on appelle des journées de proximité, où on allait dans les écoles avec une personnalité de la chaîne, on rencontrait les étudiants, on échangeait à bâton rompu. Et puis ensuite, le midi, on faisait un face au lecteur et on déjeunait avec la presse locale et avec la collectivité locale. Et on faisait un face au lecteur avec le quotidien régional. On faisait un face aux auditeurs avec la radio locale. Et le soir, dans la ville où on était, on faisait une avant-première dans une salle de cinéma d'une fiction phare de TF1. Donc pour moi, le public, c'est la priorité. Après, par contre, j'imagine que en lançant les réseaux sociaux, tu as dû aussi avoir des moments où du coup le public répondait de manière pas forcément positive ou face à des... je sais pas s'il y a eu peut-être des polémiques et tout ça, ça doit pas être facile par contre de gérer les réseaux sociaux dans les moments de polémique ou d'accident aussi, j'imagine. Alors, il y a eu beaucoup de gestion de crise. Tout n'est pas le monde de oui. Il y a eu pas mal de gestion de crise. En revanche, moi, j'ai jamais pris les réseaux sociaux comme une difficulté, mais plutôt comme un compagnon de route. À partir du moment où on sait exactement dans sa stratégie à quoi ils vont nous servir. Faut l'utiliser pour ce que ça nous sert et pas pour ce que ça représente. Ensuite, dans la stratégie qu'on avait mis en place tous ensemble et qu'on avait partagée, c'était aussi de dire on ne va pas s'époumoner à essayer de convaincre ceux qui ne nous aiment pas, mais en revanche, on va favoriser ceux qui nous aiment. Voilà. Pour moi, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui nous aiment, il y a le ventre mou, ceux qui ne savent pas trop, sans avis, voilà. Et il y a ceux qui nous aiment pas. Ceux qui nous aiment pas, moi, j'essaye pas de les convaincre. En tout cas, je perds pas de temps. Je préfère passer mon temps à essayer de privilégier ceux qui nous aiment. Ça grossit naturellement. Donc ce qui fait que quand on connaît une crise, et ça nous est arrivé plusieurs fois à TF1, mais j'ai une fois en tête particulièrement d'un garçon qui travaillait à TF1 et qui avait pris une position un peu délicate et une position à fort rayonnement et plutôt grand public. Ce garçon a été licencié de TF1. À ce moment-là, beaucoup de médias s'étaient emparés de l'affaire en critiquant TF1. Des gens sur les réseaux sociaux s'étaient émus également de ce départ. Néanmoins, nous avons été défendus par ceux qui nous aimaient, qui étaient devenus des ambassadeurs de marque en fait, et qui eux défendaient TF1 pour la réalité de ce qu'ils en connaissaient. Et en fait, parfois, on croit que derrière une entreprise comme celle-là, il n'y a pas d'humain, et il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a eu parfois des gestions de crise, parce qu'il y a parfois des accidents. Je pense à Gérald Babin qui était décédé sur koh Lanta. Je pense aux hélicoptères qui se percutent au moment où il doit y avoir une émission qui va s'appeler Dropped. Tout ça, c'est des moments extrêmement durs à vivre. Et c'est vrai aussi en interne, parce que évidemment, ça choque tout le monde. Et à ce moment-là, il y a toujours des gens de toute façon pour raconter des histoires. Ce qui m'énerve souvent, c'est que beaucoup de gens parlent sans savoir, mais ça c'est comme ça, on ne va pas l'arrêter. Alors les réseaux sociaux ont parfois cette petite fragilité-là, parce que de gens qui parfois parlent, et en plus à visage caché, c'est dommage, mais c'est pas grave. Moi ce que je retiens, c'est surtout tout ce que ça peut apporter, notamment, vous voyez... ça a permis à plein de petites associations qui n'ont pas forcément la possibilité de se faire connaître. Tout ce digital-là permet à ce genre d'initiative de se faire connaître. Et ça, je trouve ça formidable, rien que pour ça. Donc, dans l'ensemble, ça va. Il y a eu des moments difficiles, mais dans l'ensemble, ça va. Oui, puis comme tu dis, c'est un principe de communauté où du coup, dans les moments difficiles, t'es pas tout seul à interagir avec le public, t'as toute une communauté derrière. Oui. Ce qui est important, c'est d'essayer de faire comprendre aux équipes à ce moment-là qu'il faut prendre un petit peu de distance, un petit peu de nuance, parce que évidemment, quand vous êtes dedans et que tous les jours vous êtes agressé par des messages d'une violence absolument inouïe, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne prenez pas suffisamment de recul, vous pouvez très vite rentrer dans un système où vous pouvez être psychologiquement fragilisé. Donc moi, j'ai vu des gens dans l'équipe être touché par ce qu'ils recevaient comme message, pleurer et ne pas être bien, vraiment. Donc là, moi, mon rôle, il était à la fois d'essayer à chacun de prendre conscience qu'il fallait prendre de la nuance, et de la distance en tous les cas face aux messages qui étaient envoyés, et puis le cas échéant, on pouvait aussi parfois prendre une société extérieure pour faire la lecture de tout ce qui arrivait, pour encore une fois en avoir une analyse, mais pas forcément avoir en tête simplement le mauvais, quoi, en fait.
Oui, je pense que c'est une bonne manière aussi de voir, de ne pas prendre les choses personnellement et d'essayer de prendre du recul dessus. Il faut éviter de le personnaliser, en fait. Ouais. C'est toujours compliqué parce que normalement, c'est l'entreprise qui est visée. Alors parfois, oui, moi, j'ai eu parfois des menaces de mort, j'ai eu des lettres à l'anthrax à l'époque, quand il y avait l'anthrax, mais c'était de la farine. Enfin bon, bref, j'ai eu des petites choses comme ça, pas très sympathiques. Mais j'en fais pas de cas parce que la société, elle est comme ça. Tout le monde n'est pas aligné. Tout le monde a le droit d'avoir un point de vue. À partir du moment où on peut encore échanger et où les gens respectent l'autre, moi, je suis prêt à échanger en permanence. Si je peux me permettre de te donner un exemple, au moment de Dropped, alors évidemment, de cette émission, il y a quand même donc des personnalités qui sont décédées dans ces hélicoptères, mais pas que d'ailleurs. Mais en tous les cas, il y a un jeune boxeur qui est décédé. Et on organisait l'année d'après, donc dans la foulée, on organisait notre tournée d'été. Et puis on devait faire une halte. On a fait une halte à Narbonne. Et là, je cherchais un hôtel pour les équipes. Et les jeunes personnes qui étaient dans la team animation, elles étaient en préparation de cette tournée-là aussi chez TF1, dans mon service. Et elles appelaient les hôtels. Et un jour, un propriétaire d'hôtel à Narbonne avait dit, mais alors je tairai les mots, mais en disant jamais de la vie, TF1, vous ne viendrez jamais dans mon hôtel, vous avez tué ce petit boxeur, ce jeune boxeur, c'est un scandale, voilà. Donc, j'ai essayé d'échanger avec le monsieur, c'était pas possible, il était vraiment véhément et vulgaire. Néanmoins, je m'étais engagé avant qu'on raccroche la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. On n'a jamais logé dans son hôtel, mais je m'étais engagé au moment où on allait passer à Narbonne à venir le rencontrer. J'ai tenu mon engagement, je suis allé dans son hôtel au moment où nous on était en passage à Narbonne et nous avons échangé pendant plus d'1 heure. Ce qui m'a plu, c'est que on a pu avoir un échange cette fois à bâton rompu, mais toujours sur la base du respect. Et ce qui m'a plu surtout, c'est qu'il n'a pas forcément changé d'avis, mais en tous les cas, il a eu un regard différent en se disant « Ah, ils ont tenu leur parole et il y a des humains derrière tout ça. » Oui, parce que c'est ce qu'on oublie souvent. En fait, on voit le nom du groupe et on oublie souvent. Oui, c'est ça. Le public oublie souvent qu'il y a de l'humain derrière et des gens qui aiment leur travail, en fait. C'est ça. Il faut se rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes derrière chaque entreprise. Et, toute difficulté que l'on rencontre, moi, j'invite tout le monde à prendre de la nuance et de la distance, en essayant de ne pas être agressif d'entrée de jeu et d'essayer de comprendre avant les problématiques. Voilà. Et en plus, de rappeler à chacun que l'erreur humaine peut arriver. Oui, totalement. Et au final, c'est pas ces moments-là que tu retiens quand tu penses à ta carrière. Tu penses plus à tout ce qu'elle t'a apporté. Oui, mais ces moments-là sont des moments difficiles, mais je pense qu'ils m'ont beaucoup apporté aussi. Donc en fait, que ce soit les bons ou les mauvais moments, les deux apportent. Alors il y en a un qui, sur le coup, apporte beaucoup de plaisir. Il y a d'autres situations qui, sur le coup, apportent plus des doutes et fragilise, mais en revanche, in fine, je crois qu'on en retire des choses intéressantes, quel que soit le positif ou le négatif. Oui, ça nous construit aussi pour la suite, en fait. Complètement, ça nous arme, absolument. Et puis évidemment, sinon on est plutôt sur la vie que j'ai connue professionnellement était plus faite de succès, de plaisir et de joie que de moments difficiles. Tant mieux, c'est une chance. C'est ça. Et c'est à quel moment donc que tu as monté ta propre boîte et ton propre projet ? Alors voilà, alors moi je suis rentré à TF1 en 1992, j'ai quitté en 2018. Et là, moi j'avais dans un petit coin de ma tête l'envie de monter ma société. Sans doute parce que finalement à l'intérieur de TF1 j'ai déjà été entrepreneur, alors sans prendre trop de risques, parce que j'étais entrepreneur, j'étais intrapreneur quoi, en fait. Et tout ce que j'initiais ou tout ce que l'on me proposait de créer, je le faisais avec de l'argent qui n'était pas le mien, donc ça change un peu la donne. Et donc j'ai monté ma société Adaptacom, moi, en 2018, qui avait pour but, et qui a pour but d'ailleurs, d'accompagner les entreprises ou les collectivités dans les problématiques de communication qu'ils rencontrent. Quelle que soit la problématique, en tous les cas plutôt axée sur le digital, sur stratégie de marque, et également de la production de contenu. Et à côté de ça, je reste et je garde cette passion
éternelle, c'est celle du spectacle vivant, puisque à côté de ça, nous avons à Troyes décidé de lancer une tournée d'été, un Summer Tour, qui s'appelle le Summer Tour, un peu sur le même principe que la tournée TF1, c'est on sillonne les routes de France l'été, on va à la rencontre du public, et là on fait un show le soir avec des talents qui ont participé à l'émission The Voice. Et puis, c'est une nouveauté, mais je la partage avec vous. Je coproduis une pièce de théâtre que j'espère pourra être sur scène à la rentrée prochaine. Et ça, c'est quelque chose donc, que tu coproduis quand même dans le cadre donc, de cette entreprise Adaptacle. Absolument, absolument. Là, sur le Summer Tour, en fait, le projet, il est initié par 3 personnes. Une femme qui s'appelle Marie-Laure, qui, elle, est chanteuse et qui a un parcours aussi un peu administratif et qui a une licence de spectacle. Et donc, Marie-Laure, c'est une rencontre que j'ai faite via un garçon qui s'appelle Anton Garzon, qui est notre directeur artistique sur la tournée. Anton était aussi quelqu'un qui était guitariste sur la tournée TF1, donc à 3, on s'est vus et on s'est dit mais l'initiative de la tournée TF1 est tellement belle qu'il n'est pas question de stopper tout ça. Alors même si c'est plus pour TF1 et c'est pour nous on pensait à une chose, c'est surtout le plaisir du public et de pouvoir continuer à sillonner les routes de France en offrant du spectacle vivant et notamment du show live, puisque là c'est notre promesse à nous, c'est vraiment un format 4 musiciens, 4 chanteurs en live sur scène et pour partager des ondes positives avec le public. Et ça fait combien d'années du coup que ça fait 3 ans. Tournée 3 ans maintenant et la 4e année arrive. Puisqu'on on entame 2022. Alors on a connu des années un peu complexes là ces dernières années, puisqu'on a dû faire face à la crise sanitaire, mais ça on n'est pas les seuls, on est tous dans le même panier. Et on a su s'adapter, on a fait plein de choses différentes, on a fait des choses que sans doute on n'aurait jamais imaginées. Et puis moi, comme il faut toujours remercier les gens qui nous aident, je remercie les collectivités parce qu'elles nous ont vraiment soutenus, elles nous ont vraiment accompagnés à pouvoir adapter le format et en tous les cas toujours garder le même objectif, celui de pouvoir proposer des choses sympas au public. Et là, de ces tournées-là, qu'est-ce que tu retiens donc notamment sur le Summer Tour avec ta boîte, qu'est-ce que tu retiens des rencontres, que ce soit professionnelles ou avec le public? Est-ce que c'est le même type de rencontre que par exemple quand tu faisais la tournée de la Star Academy? Est-ce que c'est encore un climat différent? C'est un format un peu différent. Alors sur les tournées que moi j'ai pu organiser, il y a 3 formats différents. Il y a la tournée Starac. Alors d'abord, la tournée Starac, c'est pas moi qui la produisais. C'est un garçon qui s'appelle Pascal Guillaume, qui a énormément de talent, qui a une société qui s'appelle Qui m'aime me suivre. Il m'a permis de rentrer dans son aventure un peu avec la tournée Starac. Mais la tournée Starac, c'est un énorme barnum qui faisait, je crois qu'une année, on a dû faire plus de 100 dates. Et à chaque fois des zéniths complets, enfin des grandes salles complètes comme ça, donc c'est énormissime, c'est une vraie grosse gestion. Et puis même s'il y avait quand même un lien de proximité entre le public et les artistes, on pouvait pas s'arrêter tout le temps puisque tous les jours c'était une nouvelle date, parfois une nouvelle ville. Anecdote intéressante quand même, et je veux pas opposer personne parce que j'aime pas ce qui s'oppose, mais pour donner juste une idée pour ceux qui n'ont pas la mémoire des choses et pour ceux qui n'ont pas connu Starac, Starac c'est recordman de dates d'affilée au Forest National, qui est une salle à Bruxelles, qui est une salle vraiment référence. Et je crois de mémoire qu'on a fait 13 ou 14 jours d'affilée là-bas. Même Johnny n'a pas fait ça. Donc ça c'est incroyable. Voilà. Donc il y a ce format Starac qui est vraiment un format qui était un ovni, qui venait de nulle part quoi en fait. Il y a le format tournée TF1 qu'on a vu grandir en passant des doutes de la première année à l'ultra succès jusqu'à la dernière année de cette tournée, en connaissant aussi des moments difficiles avec des gestions de crise, puisqu'en 2016 on est dans le sud de la France quand il y a les attentats de Nice, donc au 14 juillet, donc c'était vraiment pas simple, puisque là ce soir-là on était à peu près 80 dans l'équipe. Moi je rassemble tout le monde au restaurant à l'issue des attentats de Nice, en faisant évidemment un petit discours avec une vraie pensée pour les victimes, leurs familles et la ville de Nice.
Nous, on était dans le sud de la France. Donc là, je pose la question quand même aux équipes si eux, de leur côté, est-ce qu'ils souhaitent poursuivre l'aventure. Puis évidemment, je suis en relation directe avec le président de TF1, avec les managers de TF1 à l'époque, pour avoir une réflexion en se disant mais est-ce qu'on continue l'aventure ou pas? Puis après, c'est une relation avec les maires de chacune des communes qui était prévue par la suite. Et puis des conférences de presse. Et puis finalement, on a réussi cette année-là, malgré les difficultés. Et là, encore une fois, les maires ont été extrêmement courageux. À faire absolument l'intégralité des dates que l'on avait prévues, alors réaménager parfois, notamment à hier, puisqu'on était juste à côté de Nice et on avait été obligé de changer de lieu. Mais en tout cas, ça c'est formidable. Donc là, on a vraiment grandi. En plus, évidemment, ça a une valeur encore plus forte, je dirais, la tournée TF1, puisque moi, c'était la première tournée que je produisais. Et puis, on est quand même avec des publics qui étaient de 15 000 personnes devant la scène. Très clairement, on a créé une famille aussi. Tous les acteurs de cette tournée, on n'a jamais perdu le lien. Jamais. Voilà. Donc ça, c'est aussi une force. Alors, je suis très fier de ça, moi, à titre personnel, parce que cette année, il y a eu 7 ans de tournée TF1. Et c'est donc 7 ans de tournée TF1, il y a quand même eu beaucoup de visages qui sont passés pour venir l'accompagner, pour travailler sur la tournée. Et on a gardé un lien qui, de mon point de vue, est aujourd'hui complètement indélébile, même si parfois ils ont dû pester contre moi parce que je ne suis pas toujours facile et je suis parfois exigeant, d'autant que la tournée était composée en grande majorité que de jeunes. Mais les gens avaient... voilà, ça c'est vraiment un grand moment. Et la relation avec le public, sans tricher, où on a ri. D'ailleurs, je peux vous dire que moi, j'ai encore des messages de vœux de familles rencontrées sur la tournée d'été en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ah, donc ça en dit long sur l'aventure. Ça en dit long sur l'aventure, absolument. J'ai encore des messages. Et puis, de toute façon, j'invite les gens qui écouteront le podcast, et je suis sûr qu'ils seront de plus en plus nombreux, à se faire le petit hashtag tournée TF1. Et quand vous allez voir les commentaires qu'il y a sur la tournée TF1, tout de suite, on se rend compte de l'ambiance qui régnait en fait dans chaque ville de France. On avait des gens qui prenaient leurs vacances en fonction de notre calendrier. Et puis, le Summer Tour. Et le Summer Tour, déjà, là, on le produit. C'est avec notre argent, donc les risques, on les prend en totalité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que le budget, il est central aussi quand on projette de produire, ou d'organiser ou de porter un projet. Néanmoins, on le fait toujours avec la même alors, bienveillance, le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas avec la même envie, la même stratégie vis-à-vis des équipes. Faut savoir, et je crois que c'est quand même important de le dire, que d'abord, nous, il y a une équité sur les salaires. Ensuite, les gens sont payés et ils ont sur leur compte le lendemain du show leur salaire. Ils sont bien traités, voilà. Nous, on traite très bien les équipes. Et puis, je crois que c'est comme ça aussi qu'on arrive à engager la confiance. Et eux, l'équipe, ils sont totalement épanouis. Donc, du coup, sur scène, il y a un lien qui se passe. Mais vous êtes venu, tu es venu, toi, Justine, sur le Summer Tour et la première de cette année qui était à Courbevoie. Ouais. Tu pourras en témoigner. Règne une atmosphère qui est vraiment très conviviale. Et c'est ce que l'on veut avant tout, avec beaucoup de proximité. Et je crois que les artistes qui sont sur scène, je n'ai pas besoin de faire l'article, mais ils ont un talent fou. Ce sont des grands professionnels, musiciens comme chanteurs. Et derrière la prod, nous on fait le boulot pour la mise en scène et pour tout le suivi administratif, commercial et en com. Oui, au final, tu retiens vraiment une belle aventure humaine dans cette expérience-là. Oui, alors on a un exemple, puisque finalement c'est Jim Bauer qui nous lie aujourd'hui. C'est par son intermédiaire qu'on se rencontre. Ouais. Jim, lui, il a fait toute la tourne, tout le Summer Tour cet été avec l'équipe. Jim, c'est un garçon qui est arrivé dans l'aventure Summer Tour, je dirais, sur la pointe des pieds, et qui est sorti de cette aventure avec la cavalerie. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il était un peu réservé au départ. Je crois qu'il avait un peu de réserve, et je pense que
tout le long de l'été, indépendamment du fait qu'il a enthousiasmé le public et tous ceux qui nous ont fait confiance, je parle notamment de toutes les collectivités, puisque c'est un garçon qui est d'un professionnalisme incroyable et qui a beaucoup de valeurs humaines. En tous les cas, nous, on a appris à se connaître, on a appris à s'aimer, je vais le dire comme ça, et je crois qu'aujourd'hui, on a lié une amitié, encore une fois, qui restera à jamais. Oui, puis au final, t'en parlais au début en disant que du coup, la carrière, c'était toujours des rencontres. Au final, là, c'est encore une rencontre que tu garderas et une personne avec qui tu pourras encore travailler, du coup, j'imagine. Ah, mais moi, ça a été un vrai plaisir de rencontrer les équipes. Alors après, c'est pas une surprise non plus. C'est que nous, en général, c'est au mois de janvier, à peu près à ce moment-là, que l'on fait le choix des personnes qui vont nous accompagner sur le Summer Tour. Alors sur les musiciens, il n'y a pas de doute, on les connaît depuis des années. Nous sommes fidèles, ils nous sont fidèles. D'ailleurs, bravo à eux parce que franchement, ils font le show. Et les artistes, on a un échange au départ. Alors nous, on ne déroge pas à une chose, c'est que tous les trois, avec Marie-Laure et Anton, on a des valeurs. Et ça, c'est dans le marbre, hein. Donc on ne bouge pas sur nos valeurs. Et d'ailleurs, quand on rencontre les gens pour la première fois, on leur explique vraiment ce qu'on attend d'eux. Et j'invite tout le monde à faire la même chose, comme ça il n'y a pas de surprise. Ce qui fait que globalement, l'équipe qu'on constitue, elle embrasse ces valeurs-là et il n'y a pas de débat. Voilà. Ouais, t'as pas de mauvaise surprise. Aucune. Nous, à partir du moment où le Summer Tour a connu son coup d'envoi à Courbevoie cet été, on n'a eu aucune mauvaise surprise et aucune anicroche avec personne de l'équipe. C'est ça qu'il faut souligner, parce que ça, c'est quand même incroyable. D'autant que on n'est pas tous faits du même bois, on n'est pas tous élevés on n'a pas tous la même éducation, on ne regarde pas tous les choses de la même manière. En revanche, on a porté tous les mêmes valeurs. On a accepté les différences, on vit quasiment au quotidien les uns avec les autres, c'est un peu en mode colonie de vacances quand on se balade un peu partout en France. Alors c'est évidemment sur le papier toujours enthousiasmant, mais ça peut aussi faire peur. Mais à partir du moment où on a lancé l'aventure ensemble, il n'y a pas eu un seul problème. D'ailleurs, je vous dis, on se voit encore. On a créé une cérémonie des Awards là, au mois de fin septembre où on s'est tous revus. Il y a encore un message qui est parti au moment des vœux. Là, où on a un groupe WhatsApp, bien évidemment, avec toute la team, où il y a un petit film qui a été fait et partagé pour la bonne année. Non, vraiment, moi, je parle d'amitié. C'est top. Et aujourd'hui, tu me disais donc tout à l'heure que tu donnais encore des cours, que tu donnais des cours dans des écoles. Toi, c'est quoi que tu veux mettre en avant et qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre auprès des étudiants aujourd'hui ? Alors, oui, je donne des cours dans 3 écoles différentes, moi, à Paris. C'est plutôt des étudiants deuxième cycle, donc on est plutôt sur des étudiants qui ont entre 22 et 25 ans. Ce que j'ai envie de transmettre à travers cet engagement-là, parce que c'est un engagement et faut le faire quand on a envie et quand on peut. Il y a des techniques aussi à apprendre d'ailleurs. Mais ce que j'ai envie de transmettre avant tout, c'est vraiment ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est que la rencontre est une chose absolument formidable et qu'il faut ouvrir les yeux pour pouvoir continuer à rencontrer. Faut être curieux des autres, curieux de ce qu'ils sont, curieux de leurs différences avec vous. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on se construit. Donc les valeurs humaines, hyper important pour moi. Et puis j'essaye de transmettre mes méthodes à moi à travers mes compétences et à travers mon parcours professionnel. Et puis j'essaye souvent de faire le lien entre la vie professionnelle et la vie personnelle parce que finalement la frontière est ténue. Alors à l'époque, on disait toujours qu'on devait laisser ses problèmes au vestiaire quand on arrivait dans le monde professionnel. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Je crois que l'un va avec l'autre. Alors j'essaye aussi de transmettre ça en leur disant de prendre confiance, en leur demandant d'être curieux, en leur demandant d'être engagés, en leur demandant de ne pas forcément regarder leur montre et tout de suite tous les avantages que vous pourrez avoir quand vous rentrerez dans une entreprise. Et en leur demandant une chose, c'est d'essayer de prendre du plaisir quand ils bossent. Voilà. Que ce soit en train de faire à l'école, voilà, en tant qu'étudiant, ou dans le monde professionnel, puisque je suis sur des formats essentiellement d'alternance également. Donc, voilà.
Et là, je sais donc je pense que tout le monde n'aura pas la même réponse à cette question, mais moi, c'est une question que je me posais beaucoup dans mes études, c'est quand on sort de l'école, est-ce que toi, tu penses qu'il vaut mieux attendre peut-être quelques mois sans rien faire pour avoir un gros poste, ou essayer de multiplier les expériences peut-être à des postes où on ne se voyait pas, des postes moins élevés, pour apprendre sur le terrain et évoluer comme ça? C'est une bonne question, Justine. Moi, je ne saurais pas trop y répondre parce que, évidemment, j'aurais tendance à répondre en fonction de l'expérience que j'ai vécue moi. Moi, ce que je dirais, c'est que quand on est à l'école et quand on sort de l'école, on est au début de sa vie. L'expérience plurielle, je l'encourage parce qu'elle permet d'apprendre plein de choses. Elle vous permet de faire des choix. Elle vous permet de découvrir plein de domaines d'activité, peut-être dans un seul et même métier, mais aujourd'hui, il y a des métiers qui existaient hier qui n'existent plus. Il y en a qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus demain et d'autres qui arriveront qui n'existent pas encore aujourd'hui. Moi, j'encourage tout le monde à bouffer la vie, à vivre plein d'expériences et ensuite de se faire son propre arbitre de ce qui vous plaît ou pas. En revanche, à partir du moment où ça vous plaît, engagez-vous et prenez du plaisir. Voilà, parce qu'on peut prendre du plaisir dans tous les métiers finalement. Il suffit de l'aimer. Et si tu devais retenir une richesse de ces métiers de communication, ton métier comme producteur sur des tournées, qu'est-ce que tu retiendrais? La relation humaine. Vraiment. Pour moi, c'est ça le plus fort. Voilà. Et il y a une question avec laquelle donc, je conclue toujours le podcast, c'est si toi, maintenant, aujourd'hui, avec ton expérience, tu pouvais te parler au toi étudiant au moment où tu viens de terminer tes études, tu arrives à Paris, tu sais pas ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu te conseillerais? Bon, déjà, le premier conseil que je me donnerais en tant qu'étudiant, c'est d'être un petit peu plus sérieux. De prendre un peu du plomb dans la tête. Moi, je viens d'un tout petit village de campagne, à la campagne, où peut-être forcément, j'avais pas les mêmes chances que certains, et sans doute, j'avais pas suffisamment de maturité. Donc, je me dirais, prends un peu de maturité. Rends-toi compte que si tu prends la maturité maintenant et si tu bosses maintenant, tu vas gagner du temps. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de rattraper le retard que j'avais pu prendre, mais je me dirais ça. Et puis en même temps, si je me place de l'autre côté du miroir, je me dirais, c'est pas mal ce que tu fais parce que finalement tu kiffes la vie. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu es en train de surfer sur la vague du plaisir et que ça te servira toujours. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Merci, Justine. Cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.